Stop cette folie sur la suprématie de l'homme. Le clivage nous a fait ennemis. Je jette ma bague sans remords. Fini les insomnies au bord des larmes de désespoir. Lorsque la méfiance barre la route à l'harmonie, faut me laisser choix. Merci à tous, et merci à toutes et merci à toi Mireille. Alors on enclenche sur la plénière numéro 6 sur un sujet qui me tenait à cœur, l'homophobie. Quelle place dans le management de la diversité en entreprise? Comment faire de l'inclusion envers les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles? Pour cela, on a invité 5 personnes. Alors, il nous manque 2 personnes. Je pense que les autres vont nous retrouver. Mansour Zoberi, qui est avec nous, directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité, qu'on a entendu déjà ce matin, direction des ressources humaines du groupe Casino. Yann Tanguy, qu'on a également rencontré ce matin, qui est le secrétaire général de la Charte de la diversité. Armand Dubois, que je vois. Bonjour Armand, chargé de mission engagement jeunesse et égalité diversité de l'enseignement. Et nous attendons également, normalement, Christophe Berthier, adjoint au maire en charge de la lutte contre les discriminations de la mairie de Dijon, ainsi que Catherine Tripon, la porte-parole nationale de l'autre cercle. Alors, j'ai envie de donner la parole pour commencer à Yann Tanguy, qui peut peut-être nous donner le socle de la démarche à partir de la charte de la diversité. Voilà, c'est toujours le temps de rétablir l'audio. Alors, il y aurait beaucoup de façons d'appréhender ce sujet. Ce que je peux dire, c'est me faire un peu le porte-parole des entreprises qui sont membres de notre réseau, les entreprises pour la cité et celles qu'on consulte régulièrement dans le cadre de la charte. Et puis peut-être voilà, lancer un peu les quelques sujets sur lesquels on pourra tous s'exprimer. Alors, sur cette thématique de diversité bien spécifique, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, il y a quand même toujours un tabou dans l'entreprise, qu'elle est difficilement traitée, mais que cependant, il y a vraiment des belles initiatives et des bonnes pratiques qui mériteront d'être soulignées, que ce soit par moi ou par chacun des intervenants. Nous, ce qu'on entend souvent en fait de la part des entreprises, c'est que la difficulté sur cette thématique, c'est qu'on constate qu'au travail, il y a une frontière étanche entre la vie pro et la vie personnelle. Souvent, on veut bien entendre que non, qu'il faut cloisonner, qu'il n'y a pas de... on entend souvent les gens dire non, mais chez nous, il n'y a pas de sujet d'homophobie. De toute façon, on ne voit pas pourquoi il y en aurait un, puisque ça a trait à l'intimité des personnes. Et donc, il n'y a pas de place pour cela dans l'entreprise. Et en réalité, pour cette raison que les frontières sont poreuses entre la vie pro et la vie perso, et bien sûr que la vie personnelle s'exprime au travail et que ça crée des différences de traitement entre les personnes qui estiment qu'elles peuvent parler librement, être elles-mêmes au travail, dans des discussions informelles, hein, c'est souvent le cas, et puis d'autres qui ne se sentent pas de le faire en raison de leur orientation sexuelle. Alors, je fais un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, cette situation de tout télétravail quasiment, où au contraire de ce qu'on pourrait peut-être croire, la sphère personnelle est bien plus présente. Finalement, ces petits écrans, ces petites caméras s'invitent chez nous et donnent à voir à nos collègues aussi notre vie personnelle. Et ce sujet-là, à l'occasion de cette pandémie, est ressorti alors avec sous des aspects pas seulement professionnels, mais aussi sociétaux, et qui étaient assez dérangeants. Enfin, c'était au tout début de l'épidémie.
avec des parallèles très hasardeux entre l'orientation sexuelle et puis cette pandémie. Alors, heureusement, c'est resté anecdotique. Aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais néanmoins, ça montre que ce sujet est sensible et touche la vie des personnes concernées. Alors, je laisserai les intervenants parler des bonnes pratiques qu'ils ont observées. Je dirais que pour la charte, en tout cas, je pense que la situation est quand même différente entre les très grandes entreprises, encore une fois, qui peuvent se doter d'outils, qui peuvent réfléchir à leur process, qui ont du temps à consacrer à la communication, de la sensibilisation, de la formation. Et puis les petites entreprises également sur les territoires où on peut imaginer que ce sujet est plus sensible. Surtout parce que quand on est dans une petite entreprise, statistiquement, on retrouve moins de personnes qui sont concernées. Et on sait toute la force la plus-value que représentent les réseaux internes LGBT dans certaines entreprises. Ce qu'on appelle aujourd'hui les rôles modèles, c'est-à-dire les personnes qui assument et qui revendiquent leur homosexualité et qui peuvent ainsi rassurer et conforter d'autres personnes. Voilà, tout ça dans les PME existe moins nécessairement. Et on pense que l'exemplarité, qui est, à mon sens, le levier le plus fort pour faire progresser positivement ce sujet, est encore plus importante. Comment, dans une PME, le dirigeant peut prendre la parole à ce sujet en disant que des propos homophobes ou sexistes, on sait qu'il y a un lien assez fort quand même entre l'homophobie et le sexisme, comment le dirigeant peut prendre la parole, dire que ces propos-là, ces comportements qui sont, comme disait une intervenante ce matin, l'antichambre du harcèlement, de l'agression. Voilà, comment on le met à l'aise, on lui donne les outils pour qu'il puisse dire à ses managers, à son équipe, que ses propos sont intolérables et qu'il a un outil, au moins que tout le monde a, qui est celui de la sanction. Voilà, je pense que on en a tous en tête les exemples des petites blagues à ce sujet ou des mots malheureux. Voilà, tout ça, il faut les noter, il faut au besoin les sanctionner s'ils se répètent. Il n'y a pas de raison que des personnes se sentent la cible, même si c'est sur le ton de l'humour. Voilà, je pense que tout ça est important. Je me permettais, parce que d'essayer de… Pardon ? Je me permets, parce que vous dites même si c'est sur le ton de l'humour, parce qu'effectivement, c'est pas drôle du tout pour les personnes. Alors, Yann, excusez-moi, je vais devoir vous… Oui, parce que je suis long, j'étais parti. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a 30 minutes et il y a… Ouais, pardon. Voilà. Je vais vous couper, je vais du coup donner la parole à Armand Dubois, parce qu'il vous parliez de formation, de devoir sensibiliser les managers, etc. Et c'est le travail d'Armand. Donc, s'il te plaît, Armand, est-ce que tu peux présenter les actions de sensibilisation et de formation et auprès de qui tu les dispenses pour la Ligue de l'enseignement, etc. Donc déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter les actions qu'on est en train de mettre en œuvre en ce moment à la Ligue de l'enseignement et que je pilote avec mes collègues de notre service de lutte contre les discriminations. Pour faire une introduction, la Ligue de l'enseignement, on est une association qui remplit beaucoup de missions. On est une association complémentaire de l'école et c'est via beaucoup d'interventions en milieu scolaire que nous avons fait le constat que notamment les personnels encadrants éducatifs n'étaient pas du tout à l'aise avec cette thématique les thématiques LGBT, on va dire au sens large, et de lutte contre l'homophobie. Et c'est à ce titre qu'on a entamé une réflexion sur l'accompagnement à la fois des personnels dits encadrants, que ce soit des personnels qui accompagnent d'un point de vue social ou éducatif, le développement d'actions de sensibilisation autour des dynamiques LGBT. Donc, on a mis tout un travail en place pour pouvoir sensibiliser, former, informer ces personnels de la manière la plus pertinente qu'il soit
en sachant que nous avons commencé à développer des partenariats, notamment avec l'Éducation nationale, où nous avons ouvert des sessions de formation à destination de personnel encadrant. Donc là, on est sur tout personnel éducatif, professeur, conseiller principal d'éducation, infirmière scolaire, psychologue scolaire, où nous abordons 2 thématiques qui sont l'orientation sexuelle pour lever tous les tabous et aussi informer ces personnels qui sont en général soit pas du tout informés, soit pas très à l'aise avec cette thématique. Et le deuxième axe, qui est aussi un axe sur lequel on travaille énormément et qu'on développe, c'est l'axe transidentité. Informer sur la transidentité, sur l'évolution juridique de la transidentité et sur ce qu'est une transition de genre. On ne s'adresse pas uniquement qu'au public éducatif, on s'adresse aussi au public social. On met en place des formations à la Ligue de l'enseignement à l'IRTES de Dijon. Nous sommes en place pour la promotion d'éducateurs jeunes enfants, des formations sur la thématique homoparentalité, pour déjà parler d'homoparentalité, ce qu'on fait très peu, pour pouvoir aussi lever un petit peu un tabou au milieu de ce cercle professionnel et pour pouvoir aussi donner des pistes d'intervention dans le but d'arriver à une prise en charge la plus adaptée possible. Parce que c'est toujours, en fait, notre objectif. C'est une information des professionnels dans le but qu'ils puissent être en capacité d'adapter leur posture professionnelle d'accompagnement. Donc, en ce moment, on est énormément tourné sur des publics qui sont dans l'accompagnement d'autres publics. Nos formations ont vocation à se tourner vers le milieu de l'entreprise. C'est une réflexion qu'on a en ce moment sur notamment la thématique, comme vous l'avez dit, Tanguy, gestion aussi un petit peu des situations d'homophobie. Comment un manager ou alors un responsable RH peut et doit réagir face à une situation d'homophobie avérée dans son entreprise. Là aussi, ça demande tout un travail de formation en amont, c'est-à-dire une connaissance du cadre juridique, ça demande aussi une connaissance aussi, on va dire, globale, un petit peu aussi de la situation de l'homophobie et de l'évolution aussi de la question LGBT. Donc, on est vraiment en train en ce moment même à la Ligue de l'enseignement de Côte d'Or de développer ces formations qui ont vraiment vocation, comme je l'ai déjà dit, à s'adapter le plus près possible à la profession vers laquelle on se tourne et vers laquelle on va apporter de l'information, dans l'objectif que ces professions soient en capacité d'intervenir, d'interagir et d'accompagner au mieux les publics LGBT. En sachant qu'on est sur une thématique, cette grande thématique LGBT, qui est quand même en mouvement permanent, qui est en constante évolution, surtout là, au début de notre 21e siècle. Mais nous, on a vraiment dégagé, on va dire, 3 grandes thématiques phares pour permettre un accompagnement adapté, qui est vraiment comprendre ce qu'est l'orientation sexuelle, toutes les questions qui vont autour, comprendre aussi qu'est-ce que... les questions d'identité de genre, de transition de genre et de transidentité, car ça n'a rien à voir, pour permettre aussi un accompagnement, que ce soit d'un salarié ou alors d'un public spécifique adapté, et aussi pouvoir proposer des stratégies efficaces et adaptées au corps de métier de lutte contre l'homophobie, que ce soit dans le domaine éducatif ou entrepreneurial. Ok, merci beaucoup, Armand. Alors, effectivement, en ce moment, c'est un sujet qui prend de l'ampleur et qui est pour cause le ministère à l'égalité a lancé un plan de lutte contre l'homophobie, pour lutter contre l'homophobie. Donc, oui, on va de plus en plus en parler. Ça va être de moins en moins un sujet tabou. Alors, vous venez de parler des sessions de sensibilisation et de formation. Il existe des outils. Là, on a un outil. Alors, vous ne voyez peut-être pas. Mince. Alors, c'est un outil qui a été proposé par la FMD, LGBT en entreprise question d'égalité et question d'opportunité, avec 12 fiches thématiques. Une étude de cas et une clé USB qui contient plein de ressources. Mansour, je sais que toi, au sein du groupe Casino, tu as toi-même été pionnier sur cette question. Tu as emmené ton entreprise autour de cette question. Vous avez modélisé des outils.
construit une posture pour lutter contre l'homophobie, mais aussi pour être inclusif de la communauté LGBT. Est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes ce que tu as conduit dans ton entreprise avant que je donne la parole à Monsieur Berthier? Oui, alors, avant d'en arriver à ce cadre de référence que vous avez là et que vous pourrez avoir, on le mettra en ligne, on a d'abord commencé par… Excusez-moi. Oui, Mansour, c'est Najed, je voulais juste te saluer avant que tu commences ton exposé. Bonjour. Oui, donc alors, pour continuer, c'est pas facile, hein, j'allais dire, de construire les choses dans une entreprise, mais il faut se dire, j'allais dire, il faut se parler vrai, comme dans les autres sujets. Cette question, on l'a abordée parce qu'on doit l'aborder. Ça fait partie des 25 critères, justement, qui sont écrits dans la loi. Ensuite, après, je pense que nul n'a la science infuse, et nous, on a fait appel à la fois à un universitaire, Christophe Falcoz. Donc on a accompagné un de ses colloques à l'IAE de Lyon. Et puis, parallèlement à ça, eh bien, on est devenu membre adhérent d'une association dont le président, que je salue, est avec nous aujourd'hui et qui nous a permis d'abord d'en discuter, de faire en sorte que l'entreprise puisse aller à son rythme. Parce que c'est important, hein, c'est une des premières choses que à la fois le président de l'autre cercle et Catherine Tripon, qui va nous rejoindre, nous a enseigné. Et puis ensuite, après, il faut qu'il y ait une vraie volonté du dirigeant aussi de faire en sorte que cette thématique soit traitée. Quand on sait que la population française, 10% des personnes ont une autre orientation, l'entreprise, elle est aussi, comme la société, il y a aussi des personnes qui ont une autre orientation. Alors, certes, c'est une rencontre, et je vois Catherine que je salue ici. C'est une association, parce que nous ne sommes pas experts dans tout. Nous, on est une entreprise, on a besoin de personnes pour nous aider à cheminer. Et je crois que depuis 2004, connaissant Catherine, on a avancé. Et puis moi, j'ai eu à un moment donné un dirigeant, membre d'un COMEX, qui nous a permis d'installer les choses, et un président qui nous a suivis lorsque on lui a demandé si on pouvait signer la charte LGBT de l'autre cercle. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose que l'on peut dire à toutes les entreprises, c'est que en 2009, quand on a voulu mettre l'action en place, mes partenaires sociaux m'ont dit, Mansour, c'est un sujet privé, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Bon, quelques années plus tard, 2 ans après, ils m'ont demandé de construire un plan d'action, et le plan d'action, vous en avez vu, donc une traduction qui était le guide. Bon, le guide, alors certes, et Catherine l'a bien suivi, ce guide, parce qu'à un moment donné, de quoi on parle? De l'orientation. Et puis à un moment donné, on a questionné l'entreprise aussi, parce que le groupe qui a travaillé sur ce guide s'est dit, oui, mais il y a aussi les personnes qui changent de sexe. Comment on fait? Et là, on a eu mais très vite une interrogation de la part du DRH de l'époque, Yves Desjacques, qui nous a dit, est-ce qu'on a des choses à dire? Est-ce qu'on a des situations qui ont été traitées dans l'entreprise? Et dans le tour de table qui faisait ce cadre de référence, hein, je rappelle, hein, c'est un guide, certes, mais pour nous, c'est quand même l'alpha et l'oméga dans le cadre de la politique que conduit le groupe en matière de ressources humaines. On avait des situations, donc on s'est permis, j'allais dire, de parler aussi de l'accompagnement au changement de sexe. Alors après, et je remercie Arnaud, je crois que on est en 2011 quand on fait cet exercice. Hein. On a aussi dans ce guide, et vous verrez, on a aussi vulgarisé ce que pouvaient être les terminologies. Et surtout, dans une partie aussi complètement à la fin, avant que Catherine ne prenne la parole dans cet ouvrage,
on a aussi rappelé à tout un chacun que ce n'est pas un sujet gadget, ce n'est pas un sujet du moment, que, j'allais dire, ça fait partie de l'histoire de nos sociétés d'hier à aujourd'hui et à demain. Voilà, donc on a montré, donc on a rappelé quelques, j'allais dire, passages, quelques dates, justement, des différents combats, et puis on a fait une petite illustration. Alors, depuis ce premier guide, eh bien, il y a eu la charte LGBT qu'on a signée, que l'ensemble de nos filiales ont signé, puisque la dernière en date, ça devait être Naturalia, à la sortie justement d'un ouvrage de l'autre cercle. Et puis, on s'est essayé par un réseau. Hein, donc, on a eu un réseau qui a commencé, qui a bien démarré, puis ensuite, la vie d'une entreprise, c'est les changements de situation. Donc, pour l'instant, on a un réseau qui est en sommeil, mais n'empêche qu'un certain nombre de collaborateurs ont commencé à prendre leur responsabilité. Là, je vais devoir faire la transition. Excuse-moi. Ouais. Oui. Donc, un guide, donc cadre de référence, avec à la fois la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues, comme pour tous les autres sujets. Les stéréotypes et les préjugés, c'est ça qui mine et qui sont à la racine de toutes les discriminations. Donc, il est important d'avoir des outils sur les sujets pour parler un peu de fond et en même temps pour démystifier, j'allais dire, les difficultés qui peuvent survenir. Quand on a mis ce guide en place, on n'a pas eu de difficulté à le réaliser. Il est distribué, il est présenté, comme je vous l'ai dit, donc comme tous nos ouvrages, à nos actionnaires. Et chaque fois qu'on peut rappeler, sensibiliser, on le fait et on parle de tous nos sujets. Voilà, je crois il ne faut pas avoir peur d'en parler dans l'entreprise, avec ces organisations syndicales. Parfois, c'est les directions qui sont en avance, mais n'empêche qu'on a emmené l'entreprise à son rythme. Voilà, vous voyez, il défile, hein, mais vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je remercie les associations et les fédérations d'associations telles que l'autre cercle qui nous ont permis, de comprendre. Hein, d'abord, un partenariat en 2010. Ensuite, on a commencé à bâtir avec l'autre cercle des formations pour les cadres RH. Et ensuite, on est arrivé à poser avec Inès d'Auvergne, hein, puisque c'est Inès d'Auvergne avec laquelle on a fait, et les entreprises, pour la citer ce guide, mais avec des grands témoins, tels que pouvait être Catherine Tripon et notre ancien président de la HALD. Voilà. Donc, merci, Mansour. Je suis là pour les questions. Oui. On pourra partager ton guide. Hein. D'ailleurs, peut-être, Jean-Marie, tu peux le partager sur le fil de conversation. Oui, pas de souci. Alors, tu as évoqué la charte LGBT, donc créée par l'autre cercle. Elle a été signée par la ville de Dijon. On a la chance d'avoir avec nous Christophe Berthier, adjoint au maire, en charge de la lutte contre la discrimination. Donc, Monsieur Berthier. Bonjour Céline. Alors, pour faire le lien entre Mansour et la ville de Dijon, excusez-moi, on a Catherine Tripon qui représente l'autre cercle. Éventuellement, oui. Je sais qu'elle a un temps imparti. Est-ce que peut-être elle peut intervenir? Et puis moi, j'illustrerai les propos complémentaires. Par Madame Tripon. Merci beaucoup Céline, merci. Merci Madame Tripon d'avoir pu vous libérer pour venir représenter l'autre cercle. Alors, vous pouvez nous parler de cette charte, effectivement, peut-être avec un peu plus de précision. Merci. Bon, c'est un peu déboté, donc j'ai eu l'info qu'hier, donc c'est pour ça que j'ai un temps un peu contraint. Salut Mansour, salut Christophe. Bonjour à tout le monde. Oui, alors en fait, cette charte, elle a été imaginée d'abord à l'initiative d'Accenture, qui était aussi un de nos partenaires avec Casino, un de nos premiers partenaires historiques avec IBM et Michael Page et Randstad. Cette charte, elle est venue à la suite d'un groupe de travail d'entreprise, d'acteurs engagés, qui étaient des responsables diversité RH, qui disaient, mais on n'arrive pas à trouver le biais pour mettre ce sujet sur la table dans nos organisations, parce que tout le monde nous répond, ça relève de la vie privée, ce qui est totalement vrai. La personne avec qui je vis n'a pas d'incidence, ni sur ma vie professionnelle, ni sur mes compétences ou incompétences éventuelles. Pour autant, la vie privée, en fait, est présente tout le temps.
Et on le voit bien d'ailleurs, ça a été évoqué certainement au cours de cet événement, la question de la conjugalité, de la parentalité, le fait de se marier, le fait d'avoir un enfant dont on n'est pas le parent biologique, peut-être parfois par une PMA pas encore autorisée, par une GPA interdite, tout ça fait que ça donne des droits qu'on n'active pas toujours parce qu'on a crainte de représailles. Donc comment on peut lever ça et en interne dans l'entreprise et donner un signe d'assurance ou de réassurance pour les salariés ou les agents LGBT+ concernés. Et donc est venue l'idée d'une charte. Alors une charte, vous me direz, c'est facile à signer, c'est vrai. Mais une charte qui dit précisément, qui parle d'homosexuels, de lesbiennes, de bisexuels, de transgenres, qui cite les critères de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, le tout signé au plus haut niveau de l'organisation, c'est-à-dire des PDG, des DG, des ministres, des directeurs ou des directrices d'établissements d'enseignement supérieur, des maires, comme François Samen et Santadi Konders qui était aussi présente pour la signature, des présidents ou des présidentes de région, avec des familles politiques différentes par ailleurs. En tant qu'employeur, quand on signe ça au plus haut niveau, cette charte, elle dit d'abord aux personnes concernées, je vous reconnais comme étant présent, visible ou pas d'ailleurs, parce que le sujet de la visibilité, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Mais de dire, vous existez, je vous reconnais comme existant, s'il y a un problème, vous devez pouvoir alerter. Dans le cas, par exemple, de la ville de Dijon, qui est labellisée diversité, un process d'écoute, casino tout pareil, cellule de remontée de réclamation. Mais c'est dire aussi aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec le sujet qu'on n'acceptera pas ou plus des comportements inappropriés. Je dis inappropriés parce que dedans, c'est les propos déplacés jusqu'à, bien sûr, du plus grave, qui sont de la refus de promotion, de la mise à l'écart, du harcèlement et toutes les mécaniques que l'on retrouve pour toutes les personnes porteurs de critères soumis à discrimination. Donc, cette charte, l'engagement, c'est plus important en premier lieu. Ensuite, on vérifie tous les process RH, toutes les procédures ressources humaines. On parle aujourd'hui beaucoup de la question du fait d'avoir un enfant, et normalement, vous avez des droits afférents. Mais si vous n'avez pas osé dire que vous élevez un enfant dont vous n'êtes pas parent biologique, avec un compagnon si vous êtes un garçon, ou avec une compagne si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas activer la nounou est malade, zut, il faut que je revienne à la maison, donc prendre ma demi-journée, enfin tous les avantages que vous pouvez avoir en tant que salarié ou agent, parce que ça implique de mettre votre vie privée sur la table, et que si vous n'avez pas de certitude, vous ne le faites pas. Après, il y a toutes les questions des sanctions. On ne sait pas toujours bien sanctionner des comportements LGBT-phobes. Souvent parce que l'information arrive un peu tard, parce que la personne n'ose pas, elle n'a pas toujours le soutien des délégués du personnel au local, pas toujours le soutien ou n'a pas osé effectivement agir pour alerter les responsables de ressources humaines. Donc, il faut qu'on crée ces règles-là de manière à ce que tout ça soit mis en place de manière cohérente. Puis, il y a le côté effectivement engagement très fort, puisqu'on a aujourd'hui 151 signataires. C'est pas beaucoup, mais c'est parce que c'est des signatures qui ne sont pas que des signatures. C'est taper une charte d'engagement. C'est-à-dire que si les gens font rien, c'est pas la peine de la signer. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ne signe que des organisations publiques ou privées qui mettent le sujet sur la table, qui prennent des engagements, qui sont fermes sur les décisions, qui mettent au même plan la question de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme ou les comportements diphobes de la même manière sur les questions LGBT-phobes. Il n'y a pas de distinguo à faire, quelles que soient ses convictions personnelles. Enfin, on a des nouvelles générations. Moi, je suis d'une génération, même si moi, je suis particulièrement visible, mais on a quand même des générations qui se sont cachées pendant très longtemps. C'est très dur de porter un masque le matin et d'être semblant d'être quelqu'un d'autre pendant qu'on travaille, alors que dans sa vie privée, on emmène son petit copain chez les parents, la voisine garde le chat, la boulangère vous dit bonjour, et il faudrait juste porter un masque et subir des propos, déplacés, désagréables, au mieux, ce qu'on appelle la petite homophobie ordinaire, parce que finalement de dire « oh, il y a un PD, une tapette », c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est pas très sympathique. Et il y a une question qui est importante, c'est que sans tomber dans le politiquement correct à l'américaine, aujourd'hui, vous savez, dans votre environnement de travail, vous avez forcément des gens qui sont racistes, antisémites, sexistes, évidemment LGBT-phobes. Mais vous n'entendrez pas sur le lieu de travail traiter quelqu'un de youpin, de bougnoul ou de négro. Alors on ne dit pas PD, tapette, goudou, travelot. C'est simple. C'est juste une question de respect de l'autre. Et c'est ce climat de bienveillance que nous, à l'autre cercle, en construisant effectivement cette charte avec des entreprises à l'origine, même si maintenant signée par beaucoup d'établissements publics ou parapublics, c'est de dire il y a un climat de bienveillance, il y a un climat effectivement où on sera intraitable sur ces comportements, mais c'est dire aussi dans le travail de pédagogie qu'on fait, c'est de ne rien laisser passer. En tant que salarié, si je suis un homme et que j'entends des propos sexistes sur les bonnes femmes, je ne dois pas laisser passer. Si j'entends un propos LGBT-phobe,
Même si c'est sous le ton de la plaisanterie, c'est pas une plaisanterie. Quand on traite crétin de quelqu'un effectivement de pédé ou de tapette, c'est rarement un compliment. Quand on dit « Ah, t'es homo ?» ça va, c'est bien. Mais quand on dit « Oh là, elle est un peu pédé celui-là », non, désolé. C'est de cette petite homophobie ordinaire qui, s'il n'est pas sanctionné, ou en tout cas si on ne dit pas stop, on ne dit pas ce genre de choses, alors c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres choses. Et juste pour finir, pour ne pas prendre trop de temps de parole, et merci de me l'avoir accordé, nous à notre cercle, et bien sûr en Bourgogne-Franche-Comté nous sommes présents, on fait un travail avec les organisations. La perfection n'est pas de ce monde. Il y aura évidemment des comportements discriminants, et vous aurez même des cas de LGBT-phobie chez un signataire d'une charte. La seule différence, c'est que quand on n'est pas signataire, le sujet peut rester à l'as, et généralement c'est la victime qui s'en va, et c'est la double peine. Mais dans une entreprise, effectivement, qui s'est engagée à signer, ou une collectivité qui s'engage à signer, quand il y a un dysfonctionnement, ça permet effectivement de le remonter, de le régler, et que la personne qui est victime se sente accompagnée et épaulée. Ce qui est un élément important parce que c'est très violent de subir une discrimination parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est femme, parce qu'on a un bras en moins, ou parce qu'on est effectivement gay, lesbienne, bi ou trans. Et donc, c'est quelque chose pour la construction personnelle qui est très difficile, et que son organisation, sa hiérarchie reconnaissent la réalité de ce que vous avez subi. C'est aussi une façon de se sentir mieux. Et puis, c'est aussi une forme d'attachement parce que du coup, je resterai chez mon employeur si je sais que je peux être moi-même. Merci, Madame Tripon. Très bonne exposé. Monsieur Berthier, donc c'est un engagement fort qu'a pris la mairie en signant cette charte LGBT. Est-ce que vous pouvez me dire l'engagement de la ville en faveur de cette communauté? Oui, bonjour Céline, donc rebonjour aux personnes que je connais, aux témoignages, aux beaux témoignages que j'ai entendus en me connectant. Et on est très heureux d'avoir été associés à cet événement. Donc je suis accompagné de Touria Benzari, qui est chargée de mission au cabinet du maire sur toutes les questions de diversité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors, c'est un engagement fort depuis que François Rebsamen, que je représente ici, est élu à la ville de Dijon, donc depuis 2001, où il a voulu associer les agents, les concitoyens à l'acceptation de toutes les diversités. Donc, il est revenu de loin parce que c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années où on commence vraiment à parler des vrais mots, hein, comme l'ont fait Mansour et Catherine, et puis parler de lesbiennes, de gays, de trans, de bi dans le grand public, c'est pas quelque chose qui était pris au sérieux, c'était plutôt des moqueries et beaucoup de personnes blessées dans leur âme. Alors, à la ville de Dijon, cette politique, elle s'est traduite par une évolution dans les mentalités du personnel, par la signature de chartes déontologie notamment. Et puis, en 2015, donc, le volet sur les LGBT-phobies est arrivé sur la table du maire. Et comme l'association L'Autre Cercle était connue et reconnue dans le monde du travail sur ce sujet-là, eh bien, il a souhaité faire partager à son conseil municipal cette signature de charte pour qu'on parle vraiment de ce qu'est l'homophobie dans le monde du travail. Donc, la ville de Dijon l'a signée en 2015 et la métropole et le CCAS de la ville de Dijon l'ont signée en 2019. Alors, pourquoi ? Parce que derrière, il y a une construction, un enchaînement logique des luttes contre les discriminations et ça permet de mesurer, cette charte permet de mesurer ce que fait réellement la collectivité, dans quoi elle s'engage, et on est allé sur une étape supérieure grâce à cette charte, entre autres, sur la double labellisation diversité et égalité professionnelle femmes-hommes en 2018. Elles ont été quasiment validées par l'AFNOR certification en même temps, hein, en mai et en juin, et ça permet ensuite de porter des actions auprès du grand personnel. Quand je dis le grand personnel, c'est, vous savez, quand on a une volonté politique, c'est bien, une idéologie, c'est bien, mais le plus difficile, c'est la faire partager au plus grand nombre. Donc, avec une antenne municipale et associative de lutte contre les discriminations, créée par François Rebsamen en 2009, ça permettait d'être porteur du projet et de justement définir réellement ce à quoi on s'engageait.
Donc, quand on a signé la charte en 2015, l'autre cercle a signé une convention avec l'antenne municipale et associative de lutte contre toute discrimination pour mener des actions. Et ces actions, évidemment, il faut les estimer, les mesurer, savoir ce qu'on fait des données, savoir ce qu'on fait de cette sensibilisation. Alors, par la MACODE, on peut faire des sensibilisations auprès du grand public, et depuis qu'il y a la labellisation auprès du personnel. Et l'autre cercle a des outils comme le baromètre IFOP, autre cercle, qui permet tous les 2 ans de mesurer auprès de ses partenaires signataires comment dire, l'évolution des mentalités et comment les agents s'emparent de ce critère-là. Et à ce titre-là, eh bien, on a eu, c'est la 2e fois qu'on participe au baromètre, puisqu'il y a eu le baromètre en 2017, fin 2019, et les résultats à l'occasion d'une cérémonie en février 2020 à Paris. Et ça permet déjà de voir un peu par rapport à ce qu'on a fait en interne grâce au label, grâce aux actions de sensibilisation, parce que la ville de Dijon, en fait, elle a permis à des agents de devenir ambassadeurs. Voilà. Donc, dans tous les critères, dans tous les services, vous avez un ambassadeur. Il est le référent des actions de lutte contre les discriminations qu'on fait au sein des 3 collectivités, Ville de Dijon, CCAS et métropole, et ça permet ensuite de voir à quel niveau d'information, il y a 3600 agents sur les 3 collectivités, à quel niveau d'information ils en sont. Donc, si vous me permettez, déjà, ce baromètre nous a permis d'estimer les collectivités par rapport à la moyenne nationale. Donc, sur la prévention des discriminations et de la promotion de la diversité, on est à 84% de satisfaits, c'est-à-dire que les actions que mène la ville sont connus à 84% des agents et plutôt de manière positive. La moyenne nationale sur les signataires de la charte, bien sûr, est à 75%. Concernant l'égalité femmes-hommes, il se trouve qu'au conseil municipal de lundi et au conseil métropolitain de ce soir, je présente le rapport annuel. D'ailleurs, la lutte contre je dirais le machisme, la lutte contre l'homophobie, c'est quelque chose qui se retrouve, qui se rassemble. Donc l'égalité femmes-hommes, 82% des agents des 3 collectivités sont satisfaits des actions menées en interne, avec un pourcentage de 73% sur la moyenne des autres collectivités. Si on parle maintenant pour lutter, quelles sont les actions qui sont mises en place au sein de la collectivité, comment elle est mesurée par les agents qui ont répondu donc au baromètre? Eh bien, 68% des agents connaissent ce que veut dire la signature de la charte de l'autre cercle. Voilà, parce qu'on a fait, alors derrière moi j'ai deux labels, les 2 labels dans mon bureau, mais ce que je veux dire, c'est que cette charte, on l'a éditée en grand et on l'a mis dans des lieux de pause, des tisaneries, des lieux où les agents se rassemblent pour qu'ils puissent regarder eux-mêmes ou partager cette signature, parce qu'il ne faut pas que ce soit un trophée ou une médaille qu'on met sur la doublure du veston, mais il faut vraiment que ce soit l'ensemble des agents qui s'en emparent. Ensuite, sur la soutenance de l'engagement, pour soutenir l'engagement, 89% des agents des 3 collectivités soutiennent cet engagement. Donc, il y a vraiment ils se sont vraiment emparés. Et par exemple, l'autre cercle fait les rôles modèles, c'est-à-dire qu'il définit à travers, il demande à ce que les signataires mettent en valeur des personnels, qu'ils soient agents, qu'ils soient dirigeants, sur cette action. Et on a eu en 2019 le DRH des 3 collectivités qui est devenu rôle modèle. Et ce DRH, en témoignant, a dit « Quand on a signé la charte, ça a permis à des agents qui étaient dans le placard, enfin de se montrer au grand jour, parce qu'ils savaient que leur collectivité les protégeait. » Voilà, après je peux encore déployer… Merci pour tous mais ces voilà. qui donnent du coup de la lisibilité sur les actions qu'une collectivité, mais qu'également une entreprise peut faire pour favoriser le bien-être des personnes LGBT dans les organisations. J'ai trouvé cette table ronde très riche. C'est la première fois avec Halte Discrimination qu'on ouvre le sujet. C'est la première fois que moi-même je l'ouvre, et pourtant ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet.
de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Donc, voilà, on voit que c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Je pense qu'on arrive aussi à un moment dans la société où peut-être elle est mûre. En tout cas, elle est en train elle va vers une maturité sur cette question-là. Voilà. Et on est bien content que certaines organisations, qu'elles soient publiques ou privées, puissent incarner en fait cette maturité tant attendue, j'ai envie de dire, pour le bien vivre ensemble. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Merci de votre présence, de votre temps. Arrivé au terme de cette vidéo, si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir l'association, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.